Bonjour Jean-Christophe et bonjour John, on va commencer. Et c'est Nicolas qui va prendre la parole. Bonjour, donc je suis Nicolas Hernandez, je suis le président fondateur d'Aleph Networks. Et aujourd'hui, on va discuter de quelque chose d'un peu moins typique dans le monde de la cyber, parce qu'on a l'habitude de vraiment séparer la partie cyber et la partie sûreté. Alors que si on voit la cyber comme un vecteur ou comme un moyen, on se rend compte que les notions de numérique touchent aussi la sûreté. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir quelques cas d'usage. Et ensuite, on vous montrera différents exemples pratiques. Alors, des exemples qu'on a vécus, on a des exemples d'identification, d'actions anticipées qui vont attaquer des engins de chantier, des actions de groupement face à des assemblées générales, des œuvres d'art qui vont être la cible d'attaques ou de pseudo-saccage, en tout cas des effets de communication qui sont néfastes. On a des vols aussi de palettes de médicaments, mais aussi d'objets de luxe, qui est un gros sujet. Et tout ce qui est vol d'informations stratégiques ou douteuses va permettre de mettre de la pression sur des personnes clés dans des entreprises. Alors tout ça, c'est dans un contexte activiste ou d'intelligence économique agressive ou de recherche de fonds. C'est-à-dire mettre la pression pour arriver à créer des situations où les attaquants arrivent à créer une situation où on arrive à débloquer des fonds alors que dans une situation normale, non provoquée, on ne le ferait pas. Et c'est bien tout l'enjeu. Alors, dans le monde militaire, on appelle ça le renseignement d'origine cyber. C'est-à-dire en quoi la cyber peut m'apporter des informations pour anticiper ce type d'événements. Et pour ça, pour anticiper ces événements et donc les gérer, on a besoin de données, d'informations qu'on va retrouver dans le dark web, dans le deep web, et notamment sur des sites, des forums ou des blogs activistes ou de hackers. Alors, quelques exemples concrets de ce qu'on peut trouver comme point de départ, qui va permettre effectivement cette typologie d'attaques qui vont du physique au financier. Je répète, on ne parle pas de cyber sur du système d'information. On va vraiment voir la cyber comme un moyen d'obtenir des informations pour perpétrer un risque de sûreté. On va retrouver très facilement des factures, des contrats de confidentialité qui va permettre effectivement avec ce type d'information de créer une réelle relation de confiance parce que je ne suis pas, la personne qui va attaquer n'est pas censée avoir ce type d'information-là. Donc on va créer ce climat de confiance qui va permettre de lancer une étape d'attaque physique ou de compromission. Des relevés bancaires, des devis, des litiges. On a même des avocats, quand il y a des fuites d'informations chez des avocats, l'ensemble des clients de ces avocats sont touchés par des informations de la même manière qui devraient être protégées par le secret et qui sortent de manière publique et qui donc vont permettre de se faire passer pour un avocat. Les emails et les mots de passe, aujourd'hui, c'est un faux problème. Aujourd'hui, sauf pour le particulier, mais en entreprise, il y a des choses déjà qui permettent d'atténuer, voire d'annihiler ce type de risque-là. C'est la gestion de la politique mot de passe et l'authentification multifacteur dont on entend de plus en plus parler. Mais on va trouver aussi des lieux de livraison, des trajets. Là, j'ai un cas où le système d'information d'un fournisseur s'est fait attaquer. Le client de ce fournisseur était une entreprise de luxe et il ne comprenait pas pourquoi il se faisait voler, c'était des sacs, il se faisait voler des sacs dans des conteneurs. Et en fait, ils avaient tout dans le système d'information qui a été hacké chez le fournisseur, toutes les informations du trajet et où se trouvaient tous les conteneurs. Donc, c'est bien un moyen cyber qui va permettre de faire une attaque physique sur du bien. Après, il y a toutes les informations liées à la communication, les assemblées générales,
les projets de croissance, les partenariats, le sponsoring, le mécénat, et les sites web événementiels temporaires qui sont généralement gérés par la com et qui peuvent échapper au contrôle de la sûreté, où des informations non nécessaires peuvent sortir et mettre en danger un site ou des personnes par construction. Et aussi toutes les informations liées à l'activité industrielle, commandes, produits, toute la logistique, les détails des livraisons, les plans de fabrication, les plans de site. On retrouve aussi, on a eu le cas d'un hack d'un fournisseur de caméras de surveillance, et on a retrouvé tous les plans de ses clients avec les angles de toutes les caméras. Donc ça s'est sorti, et donc c'était très pratique d'avoir le plan et les orientations de toutes les caméras pour perpétrer une attaque sur site. Donc on voit bien ici que ces éléments cyber au sens numérique du terme vont permettre et voire générer une opportunité d'attaque physique, qui ne sera pas une attaque cyber. C'est la grande différence avec notre webinaire précédent, où on parlait vraiment cyber. Là, il y a aussi un lien avec le prochain webinaire où on va parler de DORA NIS 2, avec la surveillance des fournisseurs et des éléments financiers des partenaires. Merci, je trouvais pas le mot. Donc là, vous allez pouvoir faire le lien. Ce webinaire-là, il permet vraiment de faire le pont entre cyber, sûreté, le virtuel et je dirais la réalité en fait. C'est comment les éléments cyber virtuels arrivent à nous perturber physiquement et réellement. Et donc du coup, c'est Nicolas qui va prendre la main avec l'outil. Comment qu'on fait? Avec quel outil? Alors, juste une précision. Nous, de notre côté, on va vraiment identifier des zones à risque, c'est-à-dire des zones d'activité, hackers, activistes violents. Il se trouve que données de ransomware, il se trouve que typiquement pour les ransomware, 96% des données volées par les ransomware se retrouvent sur le dark web. Donc ça va vous permettre d'identifier, grâce à nos outils, ces éléments-là qui vont permettre ces attaques-là. Donc ça va permettre de les anticiper. Il y a aussi tout un monde activiste violent qui ne peut plus s'exprimer sur les réseaux sociaux parce que c'est trop voyant, ou alors leurs comptes sont bannis. Ça va permettre de créer des écosystèmes beaucoup plus complexes. Ils vont se réfugier dans le dark et le deep web, et ça va permettre de mettre sous surveillance vos sociétés, le nom de vos sociétés, vos assemblées générales, pour dès qu'il y a une organisation d'une activité, vous soyez prévenu au plus tôt pour mettre en place la contre-mesure qui est nécessaire pour éviter que ça ait des impacts sur votre activité. Donc là, je vais vous montrer tout simplement notre produit. Alors, il faut que je partage mon écran, sinon ça ne fonctionne pas. Notre produit qu'on peut comparer à une caméra de surveillance, toute bête, dans le dark et le deep web. Donc là, si vous voyez mon écran, si vous ne voyez pas mon écran, Mélina me préviendra. Donc ça se présente de manière très simple. Vous avez un dashboard assez générique qui va vous permettre de vous montrer qu'il y a, et de contrôler qu'il y a bien une augmentation. Ça, c'est l'augmentation du nombre de sites dans le dark web. Vous voyez, on en est à plus de 95 000 à date, sachant que ça bouge beaucoup. Et on enlève tous les sites qui n'ont pas de sens, en fait. Dans notre activité, ça représente environ 30 000. Donc, aujourd'hui, on surveille ce nombre de sites-là purement dans le dark web, et on voit qu'il y en a environ 1427 nouveaux sur chaque mois glissant. Après, on va définir des mots-clés qui vont ah ben là, j'ai perdu ma session, qui vont correspondre à vos actifs. Nom d'entreprise. Vous voyez, j'ai fait un test typiquement sur un événement, c'est-à-dire que là, l'enjeu, c'était de protéger un événement. Donc, j'ai mis le mot-clé olympique pour vous montrer. Et donc là, je vais pouvoir, sur ce mot-clé-là, avoir ce qu'on appelle un capteur qui va m'alerter tous les jours s'il y a de nouveaux éléments qui parlent des Jeux Olympiques qui apparaissent dans le dark web. Vous voyez,
Là, ça date un petit peu, hein, il y a 108 pages, parce que voilà, j'ai laissé tout tourner, mais ça permet aussi de surveiller de l'événementiel. Donc là, si je regarde le détail des 66 alertes de ce matin, je vais me retrouver avec des sites activistes. Donc là, on a du Deep Web et puis on a du Dark Web. Vous voyez, là, j'ai ici un site du Dark Web et je vais pouvoir zoomer sur cette alerte-là, sur ce résultat-là, et voir que c'est un site activiste qui parle des Jeux Olympiques. Je crois que je l'avais mis au pluriel. Voilà. Et donc là, voici la carte des saccages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024. Donc là, c'est un compte rendu de tous les saccages qui sont faits par les JO. Et donc là, cette page est apparue le 17-10. Donc alors ça, elle est apparue quelques jours avant. Et donc, je suis alerté très tôt on parle de cet événement-là. Et donc, je vais pouvoir contrôler est-ce qu'il y a des actions liées ou pas. Mais ça, on va pouvoir le faire. Alors, je vais vous montrer le dashboard sur les JO. Voilà, on a le trend. Hein. On voit qu'il y a des gros pics ici et ici. Alors ça, c'est sur un mois glissant. Hein. Mais je vais pouvoir travailler sur des nombres de structures. On voit ici là, j'ai fait un test sur une structure. Je ne vous montrerai pas les résultats parce que je n'ai pas le droit. Je vous montre ça simplement qu'on a des métriques qui permettent d'identifier qu'il y a une activité qui commence le 13-10 et on en a encore le 17-10. Donc, il va falloir que notre client aille vérifier et qualifier ces éléments-là. Il va recevoir une alerte par email et il a accès à un dashboard pour faire sa qualification. Si j'ai fait d'autres tests, hein, j'ai un test ici sur un autre mot-clé. Vous voyez, le 26-9, j'ai 614 résultats sur ce mot-clé. Et de la même manière, je vais avoir les informations de cette alerte-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se positionner en termes de caméra de surveillance à des coûts équivalents à une caméra de surveillance physique. Et ces éléments-là, on le verra la prochaine fois, vont vous permettre de répondre à la norme DORA et NIS2. Dans le cadre de NIS2, ça va être en termes d'analyse de risque, c'est-à-dire que ça va me faire remonter des informations qui vont me permettre d'analyser un risque. Et dans le cadre de DORA, il y aura évidemment aussi l'analyse de risque, mais aussi l'obligation de recherche en source ouverte qui fait partie de la réglementation DORA. Donc voilà un petit peu très rapidement. Sur le dashboard, donc il y a des alertes. Donc là, on a la vision du mois glissant. Est-ce qu'on reçoit les alertes, puisqu'on n'a pas beaucoup de participants, donc je pense que les questions vont être limitées pour l'utilité du replay. Est-ce qu'on reçoit les alertes régulièrement et à quelle fréquence, s'il te plaît? Alors, tous les jours, il y a un check de fait pendant la nuit, c'est-à-dire que les requêtes sont rejouées pour identifier le delta par rapport au jour précédent. C'est-à-dire que vous allez être alerté tous les jours si de nouvelles informations, je parle bien des nouvelles, sont identifiées par notre caméra. De la même manière, je vais vous montrer à l'écran parce qu'il y a peu d'éléments physiques. Ici, c'est un site de ransomware. C'est ce type de site-là qui est sous surveillance, entre autres. Hein, et vous voyez ici qu'il y a des éléments confidentiels qui sont sortis. Alors, je ne zoome pas parce que, pareil, ce sont des données qui sont confidentielles. Mais ici, c'est un NDA et on voit discrètement, on voit un tampon avec une signature. Et qui s'est engagé sur ce NDA. J'ai des informations sur des litiges, des factures qui sont en litige. Donc, ça va me permettre de faire un faux mail sur un sujet qui est censé être confidentiel entre un fournisseur et nous, un client et nous. Donc ça va vraiment créer ce climat de confiance et créer des situations où un versement va devenir possible. Ici, j'ai des contrats clients. Vous voyez, ça va vite. Hein. Donc c'est en suivant le lien dans Aleph Alert que tu as pu accéder à tous ces documents. C'est ça. Donc ça, c'est un des 250 ransomware.
mais on pourra le faire sur de l'activisme, sur des forums de hackers ou sur ce qu'on appelle des repositories de données. C'est l'endroit où les hackers posent des ensembles de données de manière publique pour se venger. C'est un petit peu la punition qui va être mise en œuvre par les hackers quand on ne paye pas une rançon. Après, je pourrais vous monter un petit peu la masse d'informations si ça veut bien répondre. Alors, on travaille, hein, il y a de tout en termes d'activistes. Hein. On va retrouver autant du Daesh dans le dark web que de l'activisme néo-nazi, que de l'activisme régionalisé. Et ça va dépendre de votre activité. Et selon votre activité, vous serez éligible ou pas. Effectivement, si vous êtes vendeur de machines de café et qu'il n'y a aucun enjeu, la partie sûreté est beaucoup plus basse en termes d'enjeu. Vous travaillez sur le milieu pétrolier, ça devient un enjeu de protection de la personne, puisqu'on travaille sur des pays à risque, et perturbation de l'activité. Ici, je vous le montre, c'est le site. Alors, je ne déroule pas, ou je vais dérouler très vite, mais on voit ici, parce qu'il n'y a pas de français, donc ça va. Ça, c'est le site d'un autre ransomware qui s'appelle Logbit, hein, dont parle beaucoup la presse, où la presse nous a dit qu'ils étaient morts, hein, qu'ils avaient été démantelés. Là, je vous montre ici que ce n'est pas le cas. La presse communique quand il y a une action de police, mais communique pas quand il remonte. Et vous voyez ici, je vais vous dérouler très vite, le nombre de victimes. Et à chaque fois, vous avez plusieurs gigas de données qui sont présentes. Donc, on n'est pas sur un épiphénomène, on est vraiment sur un phénomène massif. Et se méfier énormément des communications des médias et de l'État qui communiquent quand ils font une action en disant on les a démantelés, mais en fait, opérationnellement, nous, on se rend compte qu'ils sont là 2-3 jours après. Donc non, Logbit n'est pas mort, ils sont bien encore vivants et ils sont bien actifs. Une autre question que je vais poser, car on l'a fréquemment. Si je ne me connecte pas sur l'application, est-ce que j'ai les alertes quelque part? Oui, vous recevez un email tout de suite dès qu'on identifie, donc à chaque run, chaque jour, si on identifie quelque chose, vous êtes alerté par email et vous avez accès à la plateforme pour aller dans le détail. Vous avez aussi un rapport, je crois, toutes les 2 semaines, qui vous fait un état des lieux. Il ne s'est rien passé, tout va bien, ou qui vous fait un rapport de l'activité des 2 semaines passées. Très bien. Et on a combien d'alertes? Alors, dans l'offre de départ, qui est à 5 000 € par an, qui vous permet d'avoir une dizaine de mots-clés, donc ce que nous on appelle des capteurs, qui sont généralement suffisants pour une PME de taille moyenne. On n'a pas besoin en fait d'avoir des milliers de mots-clés parce qu'on se rend compte qu'en pratique, ces documents-là portent dans 90% des cas le nom de la structure. Après, on va travailler sur les VIP, hein, c'est-à-dire les membres de board, où là, on va travailler sur le nom parce qu'ils peuvent être attaqués de manière personnelle, où la fuite vient d'un client ou d'un fournisseur. Donc là, on va zoomer sur les membres de board, sur le nom de la société, des noms de domaine, c'est toujours bien à mettre. Et puis ça fait une petite dizaine. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est un mythe de dire je vous vends 100 000 mots-clés. Ça sert absolument à rien. S'il y a un petit travail de qualification avec un consultant de chez vous, dans on va dire 80% des cas, la dizaine de mots-clés suffit. Et parfois, on monte à 20 parce qu'il y a des filiales, parce qu'il y a des fournisseurs et on étend le périmètre. Et si on dépasse le 20, on a un autre outil qui est plus puissant, qui lui permet d'avoir un nombre illimité de mots-clés, mais vous allez vous perdre, vous allez avoir de la redondance dans les alertes et vous avez plus de temps à désambiguiser les redondances d'alerte qu'à faire le travail de qualification. Alors, autre élément important, si vous avez une alerte, on est aussi disponible, si vous avez des difficultés à la qualifier, on est aussi disponible pour vous aider à préqualifier cette alerte-là. On ne vous laisse pas tout seul en cas de prise en main de l'outil.
en sachant que, on peut faire n'importe quelle expression de recherche, on peut choisir n'importe quelle expression de recherche du moment où, il y a des éléments remarquables, si je ne me trompe pas. Oui, alors on peut aller plus loin, hein, on peut aller plus loin, c'est identification de format d'email, identification de range d'adresse IP, identification. Alors après, on rentre dans l'analyse, hein, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a des outils très puissants pour aller vraiment dans l'analyse, la compréhension et aller en cas effectivement de crise, si vous avez un gros pic de fuite de données, on est aussi là pour faire ce qu'on appelle, nous, des dossiers de préjudiciarisation, c'est-à-dire on a les éléments analytiques pour construire un dossier pour qu'il soit pris en compte par la police, que le dossier soit prêt et que ça aille vite, parce que plus le dossier est complet, plus la justice va vite. Si vous n'avez pas grand-chose dedans, il y a peu de chances que vos dossiers aboutissent. Déjà, ils n'ont pas les outils pour faire ce travail-là de manière aussi fine. Donc, plus on apporte d'éléments, plus votre dossier a de la chance d'être traité et pris en compte par la justice. Donc, on va recontextualiser la fuite de données, identifier les acteurs, identifier les écosystèmes et extraire des données qui vont permettre à une enquête de partir dans de bonnes conditions. Peut-être laisser, il y a peut-être quelques questions. Jean-Christophe, Victor ou Eric, Et avez-vous des questions? J'ai d'ores et déjà, en attendant les questions, mis la prochaine date de notre webinaire qui sera le 28. Ce sera le dernier de la série, où là, nous allons montrer l'outil Aleph Search qui est assez connu, mais qui est notre outil historique et qu'on n'a pas montré dans les derniers webinaires. Là, on voulait vraiment montrer Aleph Alert avec les différents cas d'usage qu'on pouvait faire avec un outil très simple. Donc, on pense avoir répondu à beaucoup d'interrogations. On a Victor qui pose une question. oui. Bonjour, Dora est dans quelques mois. En combien de temps peut-on mettre en place votre solution et combien cela coûte? Alors Dora, effectivement, les pénalités confirmées par les AMF vont tomber en janvier. Donc il est urgent de se mettre en ordre de marche. La solution en soi est très rapide à mettre en œuvre, hein. Il suffit d'une demi-heure, 1 heure grand max avec un consultant de chez nous pour vous aider à définir les mots-clés qui vont bien. Et en une demi-journée, la solution est en place, au grand maximum. Donc ça va très très vite. Souvent, le problème, c'est plutôt les achats qui sont un petit peu plus lents. Mais de notre côté, ça va très vite. L'autre information importante sur Dora, c'est qu'on oublie souvent, ça ne concerne pas que les organismes financiers, ça concerne tous les fournisseurs IT qui travaillent avec les organismes financiers. Donc là, ils n'ont pas encore tous bien compris, mais ça va toucher aussi ces acteurs-là. Et effectivement, il reste plus que quelques mois pour se mettre en ordre de bataille, sachant que les pénalités vont faire très mal pour Dora et qu'il convient de les appliquer. Alors Dora, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une réglementation européenne qui est de cyber-résilience. Donc notre produit fait aussi partie de la cyber-résilience. Ça répond à ce besoin-là dans la catégorie recherche en source ouverte, qui est une obligation de la réglementation Dora. Merci Nicolas d'avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eric, Jean-Christophe, profitez-en, vous êtes peu nombreux, parfois on se bat pour des questions. La sûreté a moins le vent en poupe que la cyber, et tant mieux, au moins ça évite l'effet buzz. On travaille sur de la réalité. Oui, en sachant qu'on on a Aleph Alert d'un côté où on a fait la démonstration, mais tu l'as dit, on a aussi la possibilité de faire du service. Donc j'ai mis la documentation et je peux vous l'envoyer également pour que vous puissiez voir sur quelle thématique on peut travailler avec nos consultants, avec nos solutions à votre service.
Alors pour finir, je peux peut-être finir avec l'outil LF Et Search. oui, et il y a le Victor qui demande, peut-on préciser le prix? Oui, on peut. Alors le prix pour, comme on vous disait au début, la caméra de surveillance minimale, on est dans les mêmes ordres de prix qu'une caméra physique. On est à 5 000 € par an, donc c'est moins de 500 € par mois pour cette solution-là, pour une dizaine de mots-clés. Ça correspond à une caméra qui est capable de faire 10 micro-caméras dans votre jardin et vous alerter s'il y a des Autant gens que nécessaire. cagoulés qui passent dans votre jardin, quoi. Après, eh ben justement, Alert va vous permettre d'analyser est-ce que les intentions de cet homme, est-ce que c'est votre enfant qui rentre du ski, si vous êtes à Grenoble, ou est-ce que c'est effectivement quelqu'un de mal intentionné qui a une intention vis-à-vis de votre site de production, par exemple. Donc on est dans moins de 500 € par mois dans le cas minimal, donc pour une dizaine d'alertes. Et pour 20 mots-clés, on va être au double, hein, on va être à 10 000 € par an. Donc moins de 1 000 € par mois pour une vingtaine de mots-clés. Et l'outil qui va être capable de faire un ensemble de mots-clés non finis, si vous êtes une structure plus grosse et que vous avez les compétences en interne pour faire de l'analyse, là, c'est Aleph Search. Et Aleph Search, le moteur d'analyse, il est à 40 000 € par an. Par contre, effectivement, il faut des équipes en interne. Ça ne consomme pas beaucoup de ressources, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Par contre, c'est nécessaire quand on est dans le cadre de Dora et qu'on a beaucoup de fournisseurs pour mettre sous surveillance l'ensemble de ces TIC, tous les fournisseurs IT et les fournisseurs clés, avocats, comptables, notaires, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'informations stratégiques issues de ces gens-là. Parfois même, ils ne sont même pas au courant eux-mêmes qu'il y a des informations qui ont fuité. D'où cette notion d'Andorra de ne plus surveiller que le système d'information, mais surveiller l'écosystème, c'est-à-dire toutes les entités qui vont manipuler des informations qui vous concernent. Ça, c'est un des gros changements de paradigme de Dora qu'on retrouve aussi dans la future norme NIS 2, Qui arrive bientôt qui est aussi. déjà en application. Effectivement, on va aller d'ailleurs plus en détail donc à moins de 15 jours sur Dora, Nice 2 et sur Aleph Search. Donc ce prochain webinaire, qui sera le dernier, va être dense en termes de démonstration, puisque c'est un outil vraiment complet. Donc n'hésitez pas à y participer ou à nous poser des questions en amont si vous n'avez pas la possibilité de participer, de manière à ce qu'on puisse en faire part à tout le monde. Je crois qu'on a terminé pour ce troisième volet. Merci aux participants d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@aleph-networks.com. N'hésitez pas à consulter notre site internet et nos pages LinkedIn où on communique régulièrement. Merci à tous. Merci à Bonne tous, à journée. très bientôt.